Bonjour à tous et bienvenue dans ce Caliment en aparté autour des scores. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde puisse rentrer et je vais en profiter pour, vous donner quelques informations. Donc, je suis Catherine Renard, la directrice du Carnot Caliment. Donc, lors de ce webinaire, je vais vous demander deux choses. Euh, Tout d'abord, pendant les présentations, de bien penser à fermer vos micros. Et la deuxième, c'est si vous avez des questions, de bien vouloir les mettre sur le chat au fur et à mesure. Et je les reprendrai à la fin des interventions pour poser les questions. Et vous aurez également l'opportunité de poser des questions. Donc, après les présentations, à peu près à partir de midi et quart, midi et demi. Donc, pour commencer, quelques mots sur le Carnot Caliment. Donc, le Carnot Caliment, c'est un des 39 Carnots portés portés par le ministère. Donc, Carnot, en fait, c'est un label qui est donné par le ministère de l'Éducation et de la Recherche à des groupements de laboratoires académiques et ou d'instituts techniques qui concilient deux choses qui sont à la fois une expertise scientifique et une activité partenariale forte. Et le but du dispositif Carnot, c'est donc de promouvoir et de faciliter la recherche partenariale publique-privée. Parmi ces 39 Carnots, vous êtes accueillis ce matin plus spécifiquement par le Carnot Caliment. Et le Carnot Caliment, c'est donc la porte d'entrée des entreprises vers la recherche publique en alimentation humaine. Donc, le Carnot Caliment, comme je viens de vous dire, c'est un réseau avec 13 laboratoires dépendant de 12 tutelles. Nous sommes répartis sur l'ensemble de la France et nous regroupons donc des laboratoires qui sont soit des laboratoires INRAE, des laboratoires des écoles comme l'Institut Agro ou AgroParisTech ou ONIRIS, également un centre technique qui est le centre technique de la conservation des produits agricoles et une SAT comme la SAT Science. Et nos laboratoires dépendent également d'un certain nombre d'universités comme l'Université de Clermont-Auvergne, l'Université de Bourgogne et l'Université d'Avignon. Dans le cadre du Carnot Caliment, les laboratoires ont des expertises sur tout ce qui va pouvoir concerner la nutrition, les procédés, la caractérisation des aliments. Et nous développons des compétences plus spécifiques sur trois sur trois thématiques. Une concerne les nouvelles protéines, les ferments fonctionnels et les probiotiques. Une qui concerne l'alimentation pour des populations spécifiques, tout ce qui va concerner également la qualité nutritionnelle et sensorielle des aliments, leur traitement en bouche et leur digestion. Et nous allons développer aujourd'hui plus particulièrement une thématique qui concerne le développement durable et l'évolution de la demande sociétale. Et donc, c'est cela typiquement qui va être concerné sur ce Caliment en aparté qui porte sur les scores. Donc, pourquoi on s'interroge dans Caliment et on s'est interrogé sur les scores? Tout simplement parce qu'on voit se développer pour l'industrie agroalimentaire un nombre de toujours croissant de scores qui vont décrire les différentes facettes des aliments à destination des consommateurs. Ces scores peuvent être publics ou privés. Ils peuvent décrire ils peuvent porter sur des critères qui sont différents en termes de description de l'aliment. Ils peuvent être validés ou au contraire être plutôt portés par des acteurs privés avec une notion d'influence. Et donc, on a bien quelque chose de très complexe. Et donc, comment s'y retrouver? C'est bien là notre thématique d'aujourd'hui, qui va donc être développée par deux intervenantes.
D'une part, Isabelle Chouchon de l'UMR Sécurité et Qualité des produits d'origine végétale à Avignon, et d'autre part, Pauline Audoy du Centre technique de la conservation des produits agricoles à Auch. Et donc, je vais maintenant leur passer la parole en vous rappelant simplement euh, de bien penser à éteindre vos micros et à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse les reprendre à la fin des interventions. Donc, Isabelle, Pauline, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots, je vous passe la parole. Oui, donc je commence. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je remercie le Carnot Calima pour organiser cette session et de m'avoir invité à présenter nos travaux de recherche. Donc, je suis Isabelle Souchon, directrice de recherche au sein de l'unité sécurité et qualité des produits alimentaires, et je travaille sur les transformations alimentaires. Et bonjour à tous, je suis Pauline Audoy, de formation ingénieure agronome avec une spécialisation en environnement, et je travaille au CTCPA, comme l'a présenté Catherine, c'est le Centre technique de la conservation des produits agricoles, qui est un centre technique agroalimentaire, et je suis chef de projet environnement basé à Auch, mais on a un rayonnement national dans le service. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc, j'en profite pour me présenter. Je suis Nadège Roche, chargée d'affaires pour le Carnot Caliment. Et pour commencer ce webinaire pour les scores, je vous propose de nous expliquer qu'est-ce qu'un score et à quoi ça sert. Alors, un score, j'arrive pas à passer. Ah si, c'est bon. Donc, ce sont des outils des politiques publiques, de lobby ou d'associations pour aider les consommateurs à réaliser des choix éclairés ou également les industriels à améliorer leurs produits. Alors, il y en a un grand nombre de scores. Sur le bas de la diapositive, quelques illustrations. Ils vont permettre de comparer des produits au sein d'une même catégorie, voire entre plusieurs catégories, des catégories différentes, mais celles-ci doivent être comparables en termes d'usage. Et on va pouvoir comparer ces produits selon un ou plusieurs critères. Donc, les scores dont on va discuter aujourd'hui, ce sont les scores bien connus autour de la qualité nutritionnelle, qui est le Nutri-Score, et puis d'autres scores qui sont aujourd'hui discutés, qui sont autour de l'impact environnemental et du niveau de transformation des aliments. Alors, un score, c'est différent d'un label. Un label est construit sur un cahier des charges. Un score, lui, est construit à partir d'algorithmes ou de règles de classement. Il peut être privé ou public. Donc, privé, ici, on a deux exemples. Le score SIGA, qu'on commence à voir parfois sur certains emballages, ou le Planet Score. Et puis, ces scores, ils peuvent être soit affichés directement sur un produit ou également être dématérialisés. Il y a des applications. Donc voilà, pour illustrer un peu sur la partie affichage environnemental, le score d'affichage environnemental, à quoi il sert? En fait, il va permettre de quantifier l'impact environnemental d'un produit et donc d'aiguiller in fine le consommateur et donc en fait de l'aider quand il est dans un rayon, qu'il a de multiples produits en face de lui, de multiples informations sur l'étiquette, sur les produits. Cet affichage environnemental, il a vocation à l'aider à choisir, justement, à faire son choix d'un produit à faible empreinte environnementale. Donc voilà, de choisir, est-ce que je prends plutôt un produit avec un label, un produit avec des ingrédients naturels, un produit bio, qui est sans emballage plastique, qui est plutôt végétal, local. Donc voilà, ça va lui permettre d'arbitrer entre toutes les informations qu'il a à disposition. Et j'arrive pas à passer. C'est bon. Donc sur les objectifs de l'affichage environnemental, c'est un peu ce que je viens de dire, mais l'affichage, il va permettre de faire au consommateur de faire ses propres arbitrages alimentaires et donc d'intégrer le critère environnemental aux côtés d'autres critères qui sont déjà bien connus et bien en place, comme le critère économique, le critère de santé, et donc viendra s'ajouter le critère environnemental grâce à cet affichage. Donc, ça va aussi permettre aux consommateurs d'avoir des repères dans un but aussi d'affichage qui a été montré, qui est de faire évoluer les régimes alimentaires des consommateurs.
Donc ça, c'est vraiment la vision consommateur. Et d'un autre côté, on a la vision entreprise avec un objectif de l'affichage de valoriser les efforts d'éco-conception qui vont être réalisés par les entreprises et donc de pouvoir distinguer deux produits qui ont des efforts en termes de performance environnementale qui sont différents. Merci beaucoup. On a donc bien compris ce qu'étaient les scores, mais qu'est-ce qui a été validé et qui porte ces scores? Alors, on a repris ici l'histoire un petit peu du Nutri-Score, qui est un score aujourd'hui validé, donc qui se base sur des données scientifiques acquises depuis de longues années autour du profilage nutritionnel. Et finalement, c'est à partir de 2014 où un projet de loi sur la santé a mis en place un processus pour aller vers une validation de ce score. Donc, une loi donc, a été votée, un décret a été déposé. Il y a un essai grandeur nature qui a été proposé pour comparer différents scores en intégrant les différentes parties prenantes. Donc aujourd'hui, c'est en 2018 qu'une marque a été déposée sur ce Nutri-Score, où il y a eu l'adhésion de nombreux industriels, de quelques industriels au départ, et puis ça n'a fait qu'augmenter. Également l'adhésion des consommateurs. Et maintenant, à l'échelle européenne, il y a le questionnement de quel score utiliser, sachant que 7 pays aujourd'hui utilisent ce score, mais il y a actuellement à l'échelle européenne discussion autour de quel score nutritionnel adossé sur les emballages. À savoir donc que c'est un processus long pour valider un score et qu'il y a de nombreuses données et publications scientifiques associées aux étapes de validation. Donc, pour faire le parallèle avec l'affichage environnemental, par rapport au Nutri-Score, on est dans un niveau d'avancement beaucoup moindre que le Nutri-Score. On a vu ces dernières années beaucoup d'initiatives, notamment privées, qui ont émergé sur nos produits dans nos rayons. Notamment, on a beaucoup vu l'Eco-Score, on a beaucoup vu le Planet Score. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, aucun dispositif d'affichage environnemental n'a été validé de façon officielle par les pouvoirs publics. Donc, son déploiement est prévu pour 2023, avec encore certaines questions à éclaircir, notamment des enjeux environnementaux qui sont encore aujourd'hui peu ou mal pris en compte dans la méthode, donc notamment toutes les questions pour intégrer les enjeux autour de la biodiversité, du stockage carbone, du bien-être animal, tout ce qui est recyclabilité des emballages qui est encore mal intégré, l'origine des produits. Donc voilà, il y a encore des enjeux qui doivent être ajoutés à la méthodologie de calcul pour déployer le futur dispositif d'affichage environnemental. Donc pourquoi il y a beaucoup d'initiatives qui ont émergé ces dernières années? C'est en fait notamment surtout dû en fait à un contexte réglementaire qui a été très favorable au déploiement de l'affichage environnemental, notamment avec la loi AGEC en 2020, notamment l'article 15 qui a lancé une phase d'expérimentation nationale sur l'affichage environnemental. Donc cette expérimentation nationale, elle s'est déroulée de fin 2020 à début 2021. Et elle avait pour vocation de développer la méthode et le format du futur dispositif d'affichage environnemental avec différentes structures qui ont pu participer, dont le CTCPA, à cette expérimentation. J'y reviendrai par la suite. Et donc, en fait, tous ces projets ont été combinés en un rapport qui a été transmis au Parlement et qui constitue en fait la base de départ pour déployer le futur dispositif, avec donc à partir de 2022 de nombreux travaux qui sont en cours pour définir le format, pour définir la méthode de calcul, pour définir les données qui seront incluses pour calculer le score. Donc il y a encore beaucoup de choses à développer, beaucoup de travaux en cours. Et l'objectif sera de déployer ce dispositif en 2023 de façon volontaire dans un premier temps et de façon obligatoire sans doute par la suite. Alors, concernant le score de transformation, on en est à un stade bien moins avancé que l'affichage environnemental, même si celui-ci n'est pas encore validé.
Qu'est-ce qu'on sait sur le niveau de transformation? C'est lié à un score qu'on voit apparaître, qui est le score NOVA. Et basé sur ce score NOVA, on a des connaissances scientifiques avec des études épidémiologiques qui ont été réalisées dans différents pays, sur différentes cohortes, avec des méta-analyses aujourd'hui qui existent et qui nous montrent qu'il existerait des liens entre la consommation d'aliments dits ultra-transformés et des risques plus élevés de maladies métaboliques. Mais ce score NOVA, est-ce qu'il peut être utilisé, est-ce qu'il doit être utilisé pour éclairer le consommateur? Ça, c'est une vraie question aujourd'hui et elle nous est posée à nous scientifiques. Il y a eu un premier rapport d'enquête parlementaire en 2018 qui ciblait ce type de produit-là. Donc, il y a les aliments industriels avec leurs liens et la santé. Et puis récemment, en septembre et octobre, il y a eu des auditions au Sénat, notamment par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et la question est, est-ce qu'on doit informer le consommateur si un aliment est ultra transformé ou pas, en proposant, par exemple, comme ici sur le bas de la diapositive, d'entourer en noir le Nutri-Score. Donc, c'est une question qui est posée. Et l'ANSES a donc été très récemment saisi par la Direction générale de la santé et par la Direction générale de l'alimentation sur conduire des travaux pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est qu'un aliment dit ultra transformé et leur impact sur la santé. Et concrètement, comment ces scores sont-ils construits? Alors, très, très rapidement, le Nutri-Score, je pense que tout le monde connaît maintenant sa construction. C'est sur la base d'un algorithme avec des points positifs pour les éléments favorables et puis des points négatifs pour les éléments, les nutriments ou la densité énergétique qui sont plutôt défavorables à la qualité nutritionnelle d'un aliment. Et à cet algorithme, on va y mettre également quelques règles explicites par catégorie d'aliments, par exemple, notamment tout ce qui est la révision du Nutri-Score qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Alors, les scores de transformation, eux, c'est clairement pas un algorithme. Et ils sont basés uniquement sur des règles avec des exemples. Donc ici, c'est un tableau qui rassemble les 9 propositions de méthodes de classification des aliments selon leur niveau de transformation, avec la classification NOVA notée ici en vert, qui est la classification donc largement la plus utilisée dans la littérature scientifique. Ce qu'on voit, c'est que selon ces classifications, on va prendre en compte si c'est un mode de transformation artisanal ou fait maison, si c'est un produit traditionnel, quel type d'opération unitaire est pris en compte? Finalement, certaines classifications ne s'intéressent pas aux opérations unitaires, d'autres oui. La présence d'additifs également qui est considérée, etc. Et on voit que ce sont des règles qui paraissent assez simples pour définir si oui ou non un aliment est transformé, mais dans tous les cas qui demandent d'avoir de la connaissance sur les aliments. Alors, assez simple en apparence. Donc, je rappelle ici qu'est-ce que c'est que le score NOVA et les méthodes de classification. Donc, c'est un score qui classe les aliments en 4 groupes. Le groupe des NOVA 1 qui concerne les aliments qui sont peu processés, non processés ou peu processés. On va trouver tous les aliments bruts classiques. Voilà, il y a des petites photos, je ne sais pas si vous les voyez bien. Les ingrédients culinaires, ce sont les catégories de NOVA 2. On va trouver le sucre, le beurre, l'huile, etc. La catégorie des aliments processés, NOVA 3, qui lui va combiner les aliments du groupe 1 et les ingrédients culinaires du groupe 2. Et enfin, les aliments dits ultra processés, qui sont la catégorie des NOVA 4, où on va trouver des aliments avec des formulations plus complexes et qui vont intégrer notamment des ingrédients industriels issus du fractionnement de matières premières végétales ou animales, comme les œufs protéiques, comme l'amidon par exemple, mais également des additifs dits cosmétiques comme les arômes ou des texturants. Sur la base de cette classification NOVA, on a en France une autre classification qui a vu le jour, qui est le score SIGA, donc qui se base sur ce degré de transformation NOVA et qui va prendre en compte également la présence du nombre de marqueurs dits ultra-transformation. Donc, ce sont
soit des additifs, soit des ingrédients industriels issus du fractionnement. Alors, j'en ai cité quelques-uns, comme l'amidon, les isolats protéiques, mais ça peut être aussi des fibres, comme l'inuline, ou encore des sirops de glucose, et associé à une notion, à des seuils nutritionnels, notamment des seuils en niveau de sel, en acides gras saturés et en sucre. Ce qu'on peut dire, c'est que ces marqueurs d'ultra-transformation, aujourd'hui, il n'y a pas aucune base scientifique qui nous dise qu'ils sont mauvais pour la santé, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, toujours pareil, l'idée, c'est de faire à chaque fois le parallèle avec l'affichage environnemental, comment il est construit, comment il est en cours de construction. Donc, l'affichage environnemental, c'est une combinaison entre une méthode de calcul, des données qui vont être prises en compte et un format, comme j'ai déjà commencé à le dire. Donc, sur la méthode, il y a encore des questions qui se posent, notamment quelle méthode on va prendre en compte pour quantifier les impacts environnementaux de notre produit. Donc, ce qu'il en est ressorti, notamment de l'affichage, c'est de l'expérimentation sur l'affichage, c'est que la méthode d'ACV, donc pour analyse de cycle de vie, qui est une méthode normée, sera prise comme méthode de référence pour calculer l'affichage environnemental. Mais dans cette méthode, il y a encore certains enjeux à prendre en compte, donc avec une méthodologie qui va devoir être développée. Alors, j'arrive pas à passer mes slides. Merci. Si tu peux le faire, Nadège, pour moi, ça m'arrange parce que ça ne fonctionne pas. Merci. Non, tu peux revenir en arrière. Ensuite, une deuxième question sur la méthode, c'est de se demander est-ce qu'on développe un affichage qui sera transversal à tous les produits, c'est-à-dire qui sera la même méthode pour tous les produits du magasin, ou est-ce qu'on développe un affichage, une méthode de calcul qui est spécifique à certaines catégories de produits. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été complètement validé, acté. On va sans doute partir sur un affichage transversal, mais il pourra y avoir quelques spécificités par catégorie de produits. Ensuite, on a les données, donc les données qui viennent en fait alimenter la méthode. Donc, quand je dis données, je parle de données sur la recette d'un produit, sur son emballage, sur son temps de stockage, la façon dont il est distribué, etc. Mais une des questions principales pour développer le dispositif d'affichage, c'est de se demander si on part sur des données moyennes par grand type de produit, ou est-ce qu'on spécifie certaines données avec des données d'entreprise, donc notamment des données de recettes, des données d'emballage, pour avoir un score qui soit spécifique au produit. Tu peux passer, Nadège. Donc voilà, comme référence pour l'affichage environnemental, la base de données Agribalise va être utilisée. Cette base de données, elle contient en fait l'impact environnemental d'environ 2500 produits alimentaires. Et dans cette base de données, on est vraiment sur des données pour le coup qui sont très moyennées. Donc par exemple, toutes les pizzas au poulet dans la base de données ont la même note, le même score qui est par exemple ici de 0,43 millipoints. Voilà, donc à partir de ces données moyennes qui sont disponibles dans Agribalise, tout l'enjeu va de pouvoir spécifier certaines données, parce que derrière cette pizza au poulet moyenne, il y a une recette moyenne, un emballage moyen, un mode de distribution moyen, et il y a certaines de ces données qui vont devoir être spécifiées par l'entreprise pour pouvoir avoir une pizza au poulet représentative de la référence de l'entreprise. Donc, ça va être un des enjeux de la construction de l'affichage environnemental. Et ensuite, le dernier pilier de l'affichage, ça va être le format. Et donc là aussi, beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on part sur un score numérique unique, donc c'est-à-dire une note de 0 à 100? Est-ce qu'on part plutôt sur un format par niveau, avec comme un peu parallèle avec le Nutri-Score, une échelle de 5 lettres? Est-ce qu'on met tout sur l'étiquette qui a déjà beaucoup d'informations et peu de place, ou est-ce qu'on déporte certaines informations dématérialisées? Et ensuite, la dernière question sur le format, c'est la possibilité, pourquoi pas, d'avoir un score global agrégé, mais d'avoir aussi des sous-scores désagrégés qui permettraient d'apporter plus d'informations sur le score agrégé qui est fourni et qui sera pour le coup, très agrégé
et le consommateur pourra peut-être ne pas voir ce qu'il y a vraiment derrière ce score. Donc voilà, à titre d'exemple, donc voilà à quoi peut ressembler le Planet Score, qui est un format et une méthodologie de calcul d'affichage qui a été développé par l'ITAB, qui est le Centre technique des produits bio. Donc, qui a été développé pendant et suite à l'expérimentation nationale sur l'affichage, et donc qui propose un format d'affichage avec un score global, donc une lettre de A à E. Et puis, pour venir compléter ce score global, 3 sous-scores, donc de pesticides, biodiversité et climat, eux aussi sous la forme d'une échelle en 5 seuils, qui viennent du coup apporter plus de précision sur le score global qui est fourni. Et puis, le Planet Score propose aussi, annexé à ces scores, un score de bien-être animal, donc qui peut être vert, orange ou rouge, et qui apporte là aussi des précisions sur le mode de production, le mode d'élevage du produit en question. Voilà, donc je rappelle quand même que c'est un affichage qu'on voit de plus en plus sur les produits, mais c'est bien une initiative privée qui n'a pas été validée de façon officielle par les pouvoirs publics à ce jour. Merci beaucoup de nous avoir expliqué comment étaient construits ces scores, mais du coup, quelles sont les limites? Alors, je commencerai par présenter des limites autour du score de transformation et notamment du score NOVA. Donc, j'ai dit que c'était des règles qui paraissaient, qui étaient d'apparence simple pour permettre de classer les aliments dans les 4 catégories du score NOVA. Mais finalement, ces règles sont bien plus complexes, avec des exemples qui peuvent aussi contredire parfois les règles dans la façon dont NOVA est présenté. Il y a également de nombreuses évolutions de ces règles, et puis beaucoup de critiques et de controverses également qui existent dans la littérature par rapport à ce score qui est très englobant, puisqu'on a vu très multidimensionnel, qui prend en compte des questions de formulation, des questions également de transformation, également de culture, est-ce que c'est traditionnel, pas traditionnel, donc c'est quelque chose de compliqué. Récemment, nous avons également montré par une étude avec un grand nombre d'experts que c'était une méthode qui était peu robuste, car des experts autour de l'alimentation n'étaient pas d'accord dans leur classement, dans leur façon de classer des différentes listes d'aliments. Par ailleurs, lorsqu'on compare le score NOVA à d'autres scores de transformation des aliments, il n'y a pas forcément toujours accord entre ces différents scores et ça pose question. Enfin, le groupe des aliments NOVA 4, c'est un groupe, on va dire, un peu fourre-tout, très diversifié. Il y a beaucoup de types d'aliments dedans. Il y a peu de précision, finalement, au sein de ce groupe. Et on se dit est-ce que ça peut être assez précis pour être un outil de politique publique? Enfin, derrière, pour expliquer ces liens entre ultra-transformation, au niveau de transformation, et puis les risques de santé associés, il y a de très, très nombreuses hypothèses, parce que c'est un score global pour expliquer ces liens. Et donc, c'est également aussi une limite en disant est-ce qu'il ne faudrait pas un peu affiner ce score. Lorsqu'on va sur le score SIGA, donc là, on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus carré, même s'il part au départ de la classification NOVA. Mais il a listé un nombre de marqueurs d'ultra-transformation qui semble être aujourd'hui, pour SIGA, des marqueurs identifiés, même si je dis tous, l'amidon, par exemple, certains sont modifiés, d'autres pas, mais les liens à la santé, pour expliquer, pas forcément de données scientifiques. Mais ce qu'il faut savoir sur ce score SIGA, c'est que c'est un modèle très particulier et économique. Ce n'est pas un score qui est dédié pour la science, mais bien comme service aux entreprises, avec donc un coût pour son utilisation. Donc voilà, sur l'affichage environnemental, pareil, on a encore certaines limites et certains points, en tout cas, à éclaircir pour son déploiement. Donc sur la méthode, j'ai commencé un peu à le dire, mais l'objectif sera d'utiliser la méthode d'ACV, donc d'analyse de cycle de vie, comme méthode de référence. Mais dans cette méthode, il y a certains enjeux environnementaux
qui sont encore mal pris en compte par cette méthode, notamment tous les enjeux autour de la biodiversité. Donc, l'ACV arrive bien à prendre en compte tous les enjeux de biodiversité très globale à l'échelle mondiale, mais peu à l'échelle de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation agricole du produit. Donc, il y a tout un travail qui est en cours sur la prise en compte des labels du produit pour pouvoir prendre en compte cette notion de biodiversité, par exemple. Sur la partie données, j'ai commencé pareil à le dire avec la base de données Agribalise. L'objectif va être d'enrichir cette base de données, d'avoir des données moyennes par produit qui soient fiables, représentatives de la réalité industrielle, d'avoir des recettes moyennes qui sont, par exemple, pour l'instant, sur la base de recettes faites de produits faits à la maison. Il va falloir que ces recettes soient revues, soient vraiment moyennes par rapport à la réalité industrielle. Et puis, pour l'entreprise, un des enjeux va être de lui permettre de pouvoir spécifier certaines données, notamment au niveau de la recette, au niveau de l'emballage, pour pouvoir, à partir du produit moyen disponible dans l'agribalisme, de pouvoir quand même spécifier certaines données et d'être plus proche de la référence du produit. Sur le format, là aussi, on a beaucoup de limites slash enjeux, on va dire. Donc, sur le format, il faut que le format puisse permettre aux consommateurs de comparer différents produits d'un même rayon, mais également de rayons différents. Il faut qu'il soit bien compris, que l'affichage soit bien compris par le consommateur, qui lui permette vraiment de faire des arbitrages éclairés. C'est un des objectifs vraiment de ce dispositif. Et puis, côté entreprise, l'objectif va être vraiment d'avoir un format qui permette à l'entreprise de valoriser ses actions d'éco-conception et de se distinguer d'un autre produit s'il y a des actions vertueuses qui sont mises en place sur le produit. Et ensuite, il y a tout un pan de limites sur l'opérationnalité et la mise en œuvre du dispositif. Donc, il faut un dispositif qui soit facile à mettre en œuvre par les entreprises, donc qui soit opérationnel, tant en moyens, sur les moyens humains que les moyens financiers. Il faut que ce soit un dispositif accessible en fait aux entreprises. Donc, au global, il y a encore beaucoup de limites puisqu'il va falloir combiner la bonne méthode en prenant en compte vraiment tous les enjeux environnementaux. Il va falloir avoir les bonnes données, le bon format et au global, un dispositif qui soit facile à mettre en œuvre pour les entreprises. Donc, encore des travaux en cours. Donc, pour illustrer sur les travaux encore en développement sur la partie méthode, donc en repartant du Planet Score qui a été évalué par la chaire ELSA Pact. Donc, la chaire ELSA Pact, c'est une structure qui regroupe des enseignants, des chercheurs, des entreprises et qui travaille beaucoup sur l'amélioration de la mise en œuvre de l'ACV et sur sa vulgarisation. Et donc, ils ont proposé une évaluation de différentes méthodes, dont le Planet Score. Et donc, ils en ont ressorti les points positifs et les points négatifs à améliorer. Donc, sur les points positifs, ce qui est ressorti, c'est que le dispositif il utilise une approche d'analyse de cycle de vie, ce qui a été recommandé par les pouvoirs publics, donc qui est un point positif, avec une bonne couverture des enjeux environnementaux. Donc, l'ITAB est venu compléter l'ACV sur les enjeux environnementaux qui sont encore peu pris en compte par cette méthode, notamment sur la biodiversité et le stockage carbone. Et puis, il y a eu des tests consommateurs qui ont été réalisés. Et ce dispositif a été bien interprété par le consommateur. Donc, ça, c'est vraiment sur les avantages du dispositif. Sur les inconvénients, il y a de façon générale une faible consensualité de la méthode, avec certains systèmes de bonus-malus qui sont appliqués sur le score qui sont encore peu transparents et qui n'ont pas encore été justifiés au niveau scientifique. Donc voilà, toute cette méthodologie de calcul qui reste encore trop opaque pour être vraiment validée. Et donc sur la partie format, pareil, pour illustrer, donc j'ai pris un exemple fictif de deux marques d'haricots verts. Donc on a à gauche les haricots verts de la marque A, à droite les haricots verts de la marque B. Chacun a des caractéristiques différentes. Donc, sur la marque A, on est sur des haricots verts transformés en France, qui sont bio, qui
sont emballés dans un conditionnement en verre, et puis les haricots verts de la marque B qui viennent qui ont une origine hors du pays et qui sont conditionnés dans une boîte à C. Donc, j'ai mis en vert les paramètres, les critères du produit qui pourraient avoir un impact positif sur la performance environnementale du produit. En rouge, ce qui pourrait avoir un impact négatif, qui pourrait venir dégrader la performance environnementale du produit. Et on voit bien en fait que les deux produits ont entre guillemets des points forts, des points faibles, donc des points qui vont venir améliorer la note, d'autres qui vont venir la dégrader. Et donc, si on est sur un système d'affichage avec une seule lettre, un score agrégé sous la forme d'une seule lettre, ces deux produits qui ont des caractéristiques très différentes pourraient se retrouver avec le même score d'affichage. Donc, il y a vraiment tout un enjeu sur le format à définir pour pouvoir aller dans le détail et permettre aux consommateurs de préciser vraiment les caractéristiques qui ont permis de calculer la note du produit. Alors, pour terminer sur le volet limite, il y a également la question de l'unité fonctionnelle. Quand on parle d'un score, il faut avoir une unité de référence. Hein, et ce choix de l'unité fonctionnelle, c'est un vrai casse-tête. Donc, elle doit permettre, cette unité, de comparer les scores de différents produits entre eux en utilisant un dénominateur commun, simple, objectif et standardisé. Et finalement, tout le monde s'accorde pour dire que c'est une unité fonctionnelle massique qui est certes peu satisfaisante, hein, mais qui est souvent celle qui est la plus utilisée. Alors, la question de l'unité fonctionnelle, on peut se la poser dans le cas du Nutri-Score, hein, puisqu'on la voit pour donner pour 100 grammes de produits. Et finalement, le choix a été fait parce que le règlement INCO qui définit l'étiquetage des aliments donne des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes de produits. C'était un des arguments. Et l'autre argument, c'était qu'il y avait un risque de confusion entre la portion recommandée et la portion finalement que se sert le consommateur, qui peut varier très fortement d'un consommateur à l'autre. Concernant le score environnemental, là encore, on va retrouver l'unité fonctionnelle massique, avec quand même, sur la plateforme ADEME-AFNOR, une recommandation que si la portion était recommandée, alors celle-ci, et qu'elle était disponible, alors la portion recommandée pourrait être une unité fonctionnelle. Mais on pourrait tout aussi bien utiliser des kilocalories, on pourrait utiliser des portions nutritionnelles par type de nutriments majoritaires, et également un travail a été fait par segment ou par type d'aliment, et notamment dans le cadre d'un projet Caliment avec la thèse d'Adeline Cortési qui se soutiendra prochainement. Alors, un exemple sur cette unité fonctionnelle, donc c'est un travail qui a été fait dans un groupe de travail sur l'unité fonctionnelle alimentaire et qui a comparé différentes unités fonctionnelles et notamment en considérant 10 grandes catégories de produits. Et sur ces 10 grandes catégories, ici on a pris l'exemple du lait, produits laitiers, fromage, on peut regarder ce que donnerait une unité fonctionnelle massique ou d'autres unités fonctionnelles. Et ici, ce qui serait proposé, c'est de dire que le fromage, par exemple, apporte beaucoup de calcium. Et si on prend cette unité fonctionnelle, finalement, les fromages vont se retrouver avec une note de A sur l'affichage environnemental, même s'il s'agit d'un produit animal. Et ce que j'ai oublié de préciser sur cette unité fonctionnelle, c'est bien l'unité fonctionnelle d'usage. Et souvent, l'exemple qu'on prend pour exprimer l'unité fonctionnelle, montrer le poids qu'elle peut avoir, c'est l'exemple de la peinture. Si je prends 1 litre de peinture, si je compare 2 litres de peinture, ce qui est important, ce n'est pas l'unité litre, mais également la surface que je vais pouvoir recouvrir avec cette peinture. Et plus que la surface, c'est également la surface et la durée de vie de la peinture pendant, par exemple, 10 ans. C'est bien ça qui est intéressant pour définir l'impact environnemental d'un produit. Donc, c'est bien sa fonction d'usage. Enfin, une limite aussi, c'est que ces scores, on les applique à l'échelle de l'aliment, mais ce qui est important, c'est bien le régime, c'est bien
sur le régime qu'il est important d'avoir globalement un comportement qui soit à la fois plus sain et à la fois plus durable. Et donc, de cette brique alimentaire, comment on les assemble et comment on caractérise les régimes, c'est là aussi un enjeu. Et donc, qu'est-ce que vos travaux peuvent apporter pour construire un score et quels sont les enjeux? Alors, donc sur la partie affichage environnemental, donc côté CTCP1, on contribue aux 3 piliers de dispositif. Donc sur la méthode, on a notamment participé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'expérimentation nationale sur l'affichage. Alors non pas pour proposer une nouvelle méthode, mais plutôt pour éclairer les débats, pour vraiment pointer du doigt les enjeux à prendre en compte dans le futur dispositif. Et puis, on participe à des projets, notamment le projet Dynamo de Carnot Caliment, donc qui vise à travailler sur la méthode d'ACV, qui est une méthode très statique qui prend en compte voilà, les impacts d'un produit à l'instant T. Et dans ce projet, l'idée, c'est de travailler sur une méthode d'ACV dynamique qui prend en compte aussi, notamment au niveau du process, toute la dynamique des procédés, une variation de la température de cuisson, de la durée, etc. Donc, il y a vraiment des projets qui visent aussi à travailler sur la méthode ACV, qui est en fait une méthode très jeune, donc qui nécessite d'être travaillée sur différents points et aussi sur la prise en compte de certains enjeux environnementaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur la partie données, on travaille beaucoup en lien avec les entreprises agroalimentaires pour enrichir la base de données Agribalise, notamment avec différents projets collectifs, dont le projet, par exemple, PAC AGB, qui est financé par l'ADEME et qui va permettre de revoir, de retravailler sur les emballages de l'ensemble des produits présents dans Agribalise. Et ensuite, sur la partie opérationnalité, mise en œuvre, on suit aussi les travaux qui sont réalisés au niveau national pour voilà, développer des outils qui vont aider à la mise en place du dispositif d'affichage, notamment tous les outils qui vont permettre de venir spécifier certaines données de recettes d'emballage qui vont être du coup saisies, des données qui vont être saisies par les industriels. Merci. Et donc, au niveau plus global, voilà un peu tout l'écosystème de déploiement, de développement du dispositif d'affichage environnemental. Donc, avec au centre un comité de pilotage qui est coordonné par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME et qui est alimenté par plein de groupes de travail, notamment un comité des partenaires dans lequel le CTCPA est impliqué avec l'ADEPAL, qui est en fait une instance de concertation qui suit l'avancée des travaux et qui aussi alimente le comité de pilotage. On a aussi, voilà, pour information, l'outil de calcul justement dont je parlais, Ecobalise, qui est en cours de développement. C'est ce que je disais, qui va permettre de pouvoir venir spécifier certaines données de recettes d'emballage, de labels sur le produit. Il y a un conseil scientifique aussi piloté par INRAE qui appuie le comité de pilotage, et puis le GIS Revalim, qui est un groupement d'intérêt scientifique donc sur l'évaluation des produits agricoles et agroalimentaires, qui est piloté par l'ADEME, l'INRAE, l'ACTIA et l'ACTA. Donc, en tant que centre technique agroalimentaire, on y participe sous l'ACTIA. Et donc, ce GIS Revalim, il a pour vocation de travailler sur la méthode ACV et sur la base de données Agribalise. Et donc, forcément, tous ces travaux alimentent aussi le déploiement de l'affichage environnemental. Alors, de notre côté, sur le volet transformation, il nous semblait important de pouvoir contribuer à mieux caractériser qu'est-ce que pouvait être un niveau de transformation. Donc, pour cela, pour essayer de construire un score robuste, nous nous sommes appuyés sur des travaux des gens du GIT procédé, notamment de Bain-Benet en 1998, qui nous disait que les transformations alimentaires sont liées aux principales opérations unitaires de transformation des matières premières en produits alimentaires et des opérations qui vont conduire à des modifications, qu'elles soient souhaitées ou non souhaitées, physiques, chimiques et ou biochimiques. Donc, pour inscrire ce que nous dit cette définition-là,
nous avons souhaité construire un score qui allait traduire les modifications ou la distance entre la matière première et l'aliment vis-à-vis de ces transformations physiques, chimiques et biologiques subies par cette matière première. Donc, l'idée, c'était de se baser sur des diagrammes technologiques en ayant un vrai focus sur les transformations et dissocier ce diagramme technologique, ces différentes opérations unitaires, de la formulation et notamment des ajouts d'additifs. Donc, on a classé pour cela les opérations unitaires par grands principes et par intensité, selon les barèmes de pression, de température et de temps, en faisant des grandes catégories, donc qui sont schématisées ici, sur ce schéma-là. Et donc, pour quantifier ces modifications subies ou souhaitées par les matières premières, on a défini un score selon ce classement avec plus il y avait de modifications, de distance à cette matière première, plus on mettait de points à l'opération unitaire. Et le cumul des points nous permettait d'avoir ainsi un niveau de transformation pour l'ingrédient ou la matière première transformée. Donc, on a ainsi pu définir 85 opérations unitaires très génériques qui sont classées en 5 grandes catégories et subdivisées en 12 sous-catégories. Donc, ce travail, on l'a conduit dans le cadre d'un projet Caliment, le projet Transfocal. Donc, ici, le principe de la méthode qu'on a pu développer, l'idée est de partir d'un aliment où on a une table nutritionnelle et une liste d'ingrédients. Et donc, on a besoin d'avoir le pourcentage de tous les ingrédients de la liste. Pour ça, on a développé un outil qu'on appelle Anatole, qui va nous permettre d'estimer tous les pourcentages de la liste d'ingrédients en faisant une optimisation entre une table nutritionnelle calculée et une table nutritionnelle affichée. À partir de là, pour chacun des ingrédients, on va appliquer le barème sur les opérations unitaires. On va pondérer pour l'ingrédient sa fraction massique qui est sur l'emballage pour avoir son poids. Et on va sommer tous les ingrédients pour avoir le poids des process scores de tous les ingrédients. Et ensuite, on va appliquer les opérations unitaires pour faire la recette, donc pour faire ici la pizza, par exemple, pour avoir un score de transformation. Et on va sommer le score des ingrédients, le score de transformation pour avoir le score total de l'aliment. Deux exemples, ici sur une comparaison de 58 cookies au chocolat, qui sont toutes classées dans la catégorie Nova 4. Donc, ils étaient répartis de façon à peu près équitable entre des cookies de marque nationale et des cookies de marque distributeur. Et on a pu noter, par exemple, que les process scores des produits de marque distributeur étaient significativement supérieurs aux process scores des marques nationales, avec une teneur également en sel plus élevée et également un nombre d'additifs plus élevé, même si la notion de nombre d'additifs n'est pas du tout intégrée dans le calcul du process score. Donc, avec également des corrélations positives identifiées. Alors, on a eu également pu appliquer cette méthode sur l'ensemble des aliments de la base de données Nutrinet Santé, où sur ce graphique, vous avez les catégories Nova 1, 2, 3, 4, et en ordonnée le process score, puis les petites couleurs, c'est pour le Nutri-Score. Et on voit sur ce graphique que le process score va permettre de discriminer sur une grande échelle l'ensemble des produits Nova 4 ou Nova 3. Si on regarde les aliments Nova 1, là, l'intervalle des process scores est plus réduit. Mais on voit que les aliments Nova 1 sembleraient quand même moins transformés que les aliments Nova 3 et Nova 4. Alors, on a pu également faire une analyse de sensibilité de ce score. Et au final, comment les industries agroalimentaires peuvent s'approprier les scores et s'en servir dans la conception de leurs produits? Alors, un exemple ici sur le Nutri-Score. Alors, c'est un travail qui a été fait par Locali, Locali étant l'observateur de la qualité des aliments. Et Locali, pas chaque année, par certaines années, va recueillir toutes les références dans une catégorie de produits donnés. Par exemple, ici, on a regardé la catégorie
panification croustillante et moelleuse, où on a tous les produits qui étaient présents en 2012, donc avant que le Nutri-Score soit mis en place, et puis tous les produits présents en 2019, une fois que le Nutri-Score a été mis en place. Et donc, ils ont développé des modèles pour comprendre les leviers, enfin, les facteurs de reformulation, de renouvellement de l'offre ou de substitution entre produits. Donc, ici, on peut regarder ce qui concerne la reformulation et on voit que finalement, il y a eu une conséquence à l'utilisation du Nutri-Score, puisqu'il y a eu des reformulations des produits avec finalement moins de matières grasses, surtout moins d'acides gras saturés dans les produits de 2019, moins de sel, plus de fibres, avec toutefois, on note, plus 3% de sucre. Alors, une autre façon également d'autres outils qui ont été développés pour les industriels pour optimiser leur formulation sur la base du Nutri-Score. Ça a été développé dans le cadre du réseau mix de technologies NutriPrevious, où le CTCPA a participé. C'est l'outil Optinut, qui permet d'optimiser les recettes sous l'angle nutritionnel grâce à une programmation linéaire. Et donc, c'est un outil qui est disponible gratuitement. Et vous avez ici le lien pour pouvoir télécharger cet outil-là. Donc, ici, un exemple, c'était une Knacky qui était avec un Nutri-Score E. On rentre tous les ingrédients. On y met les contraintes de l'expert sur les minimums et le maximum dans les recettes. Et on arrive à optimiser ainsi la recette avec un Nutri-Score D. Sur le cas de l'affichage environnemental, donc c'est ce que je disais en introduction, un des objectifs de l'affichage va être de valoriser, de pouvoir permettre en tout cas de valoriser les efforts qui seront faits par les entreprises sur leurs produits, notamment du coup via de l'éco-formulation, un peu de la même façon que ce qui a été fait grâce au Nutri-Score et que vient de présenter Isabelle. Donc, c'est-à-dire faire de la formulation, mais sous contrainte cette fois-ci environnementale. Et puis, toutes les démarches d'éco-conception, donc c'est-à-dire la mise en place d'actions vertueuses tout au long du cycle de vie du produit. Donc, sur l'éco-formulation, voici un outil qui a été développé, qui est en cours de développement par INRAE, qui s'appelle l'outil PFAP, donc qui permet de calculer automatiquement l'impact de la recette d'un produit à partir des informations qui sont accessibles sur l'emballage. Donc, l'outil vient croiser la liste des ingrédients avec la table des valeurs nutritionnelles et un algorithme de calcul permet de calculer l'impact de la recette qui est ensuite ajouté aux impacts des autres étapes du produit, donc de transformation, d'emballage, de distribution, etc. Donc, cet outil, en fait, il permet de venir spécifier la recette avec les informations accessibles sur l'emballage. Donc, il pourrait avoir, alors ce n'est pas forcément le premier objectif, mais pourrait être utilisé pour faire de l'éco-formulation. Avec certaines limites, notamment dans l'algorithme de calcul qui prend mal en compte certains paramètres, notamment les taux en eau dans le produit, les taux en sel. Donc, il y a une nécessité pour les industriels de pouvoir valider quand même les recettes qui sortent de l'algorithme pour être bien sûr qu'elles sont représentatives de leurs produits. Donc ça, c'était pour la partie éco-formulation. Et sur la partie éco-conception, donc pareil, un petit exemple d'illustration. Donc on est sur une pizza au poulet moyenne qui serait disponible dans la base de données Agribalise, qui aurait un score moyen de 0,43 millipoints. Donc avec en arrière-plan des données moyennes de recettes, d'emballage, etc. L'entreprise vient mettre en place sur ce produit des actions d'éco-conception. Donc elle décide de s'approvisionner localement en poulet. Elle décide de réduire l'épaisseur de son emballage, de diminuer la durée de stockage de son produit fini. Et donc, au global, en recalculant son score, ça permet d'avoir une pizza au poulet spécifique à l'entreprise, donc qui a un score, par exemple, de 0,36, donc réduit par rapport au score initial du produit moyen. Donc voilà, le dispositif d'affichage doit pouvoir permettre de voir les différences entre ces deux produits dans un rayon. Merci beaucoup pour vos réponses. Et enfin, quel défi reste-t-il à surmonter et pourquoi?
Alors, sur l'affichage environnemental, donc un des gros défis va être côté consommateur, de le sensibiliser à tout ce qui est justement à la thématique de l'environnement, qui est une thématique encore assez floue hein, pour le consommateur. Faire le parallèle avec le nutritionnel, c'est quand même quelque chose d'assez bien compris pour le consommateur. Sur la partie environnement, il y a encore un travail d'accompagnement et de sensibilisation à faire. Avec du coup forcément un dispositif d'affichage qui va devoir être compris par le consommateur, qui va devoir être bien interprété pour pouvoir lui permettre de faire les bons choix en fonction de ses critères prioritaires. Il faut un système qui soit opérationnel pour les entreprises, hein, je l'ai déjà dit, mais qui soit facilement déployable pour les entreprises qui ont parfois plus de des centaines et des centaines de références produits. Donc, il faut quelque chose qui soit peu coûteux et facile à mettre en œuvre, avec en arrière-plan forcément une méthode de calcul qui soit robuste et qui représente l'ensemble des enjeux environnementaux. Et puis pour les entreprises, il va y avoir aussi un gros défi pour elles d'être capables de remonter les données qu'on va leur demander pour spécifier certains paramètres, notamment tout ce qui est label, recette, emballage, donc avec des enjeux de traçabilité. C'est des données qu'elles ont déjà, mais il va falloir un effort pour automatiser leur remontée et que ça leur prenne moins de temps à la mise en place. Et ensuite, dans les gros enjeux forcément à venir, il va falloir trancher sur le futur dispositif d'affichage qui va être validé par les pouvoirs publics et vraiment le faire un dispositif qui soit validé face aux dispositifs qui émergent et qui sont en train de se développer assez rapidement. Et puis, il y a aussi un dernier point, plutôt un point de vigilance qu'un défi. Mais voilà, tous ces travaux que je vous ai présentés sont à ce jour très franco-français. Donc, il va falloir travailler sur une harmonisation européenne pour que le dispositif qui soit tranché, justement, soit mis en place aussi au niveau européen. Alors, pour terminer, hein, les défis aujourd'hui, c'est une alimentation saine, durable et appréciée. Hein. Donc, j'ai rappelé ici les grands piliers d'une alimentation durable. Alors, pour expliquer un petit peu les travaux qu'on conduit sur des approches multicritères, hein, illustrer les travaux que l'on a réalisés sur les pizzas pour essayer de cartographier sur l'ensemble de différents critères, donc que ça soit nutritionnel, environnemental, technologique, économique et également sensoriel, l'offre en pizza aujourd'hui en France et identifier les leviers de reformulation possibles pour aller vers une pizza à la fois plus saine, plus durable et appréciée par les consommateurs. Donc, on est parti sur 380 pizzas fraîches et surgelées vendues en grande et moyenne surface, qui étaient des données de Locali, qui ont été caractérisées, dont on disposait des caractéristiques nutritionnelles, également dont on a pu calculer les process scores et dont on avait les prix. On a pu faire une classification de ces pizzas en 16 groupes. Sur chacun de ces groupes, on a pu choisir 5 pizzas et faire des analyses de cycle de vie. Et enfin, dans chacun de ces 16 groupes, prendre 16 pizzas, 8 fraîches, 8 surgelées, et qui représentaient 6 familles, pour regarder les préférences, les perceptions et les préférences des consommateurs. Donc, quelques exemples intermédiaires, par exemple ici sur le process score, hein, où on voit sur le graphique de gauche que les pizzas fraîches avaient un process score plus élevé que des pizzas surgelées. D'un point de vue environnemental, on a pu voir que finalement, c'était le pourcentage de fromage sur la pizza qui expliquait ici un indicateur de l'analyse du cycle de vie qui était le changement climatique. Hein. En tout cas, c'était fortement corrélé. Et si l'on va vers voilà, la cartographie globale, où on a sur le graphique de gauche une cartographie des préférences des consommateurs, hein, avec des lignes d'iso-préférences. Donc, plus c'est jaune, plus c'est préféré par les consommateurs, plus c'est bleu, moins c'est préféré. On avait les 16 pizzas ici avec leur petit code, hein, et puis les petits points bleus qui ont l'extrapolation à l'ensemble des 380 pizzas. Donc, on voit que si on se déplace dans la zone des jaunes ici, hein, on va rester sur des pizzas qui seront préférées par les consommateurs et on va pouvoir les rapporter aux variables du graphique de droite, hein, pour voir comment se déplacer dans cette zone et comment reformuler les pizzas.
Alors, d'autres défis sur lesquels également on travaille dans le cadre de projets qui sont financés par le Carnot Caliment, c'est que si on le constate et que l'appréciation sensorielle d'un produit, c'est toujours, c'est le premier facteur de réachat. Si le produit n'est pas bon sensoriellement, il a beau être bon pour la santé, bon pour l'environnement, le consommateur ne va pas le réacheter. Donc, c'est important de comprendre comment le plaisir de manger peut contribuer aussi à une alimentation favorable à la santé et à la fois respectueuse de l'environnement. Et est-ce que finalement, avoir cette connaissance de cette appréciation sensorielle, est-ce que ça peut être un levier pour aider les consommateurs à mieux choisir? Et c'est quelque chose qu'on réalise dans le projet DataSense, qui est piloté par le CSGA à Dijon, le Centre des sciences du goût et de l'alimentation, où on s'intéresse finalement à un PREF score, et on a développé un outil qui s'appelle le croque-noteur, où on invite les consommateurs à aller noter certains aliments. Donc, c'est aujourd'hui les pizzas, les cookies et le pain de mie, pour comprendre comment ce score de préférence peut aider en termes de levier pour améliorer les choix. Enfin, c'est une jungle, ces scores, ces applications. Est-ce que trop d'informations tue l'information? Quel est le bon niveau d'information? Et là encore, il y a des réflexions en cours pour savoir comment éclairer au mieux les consommateurs. Est-ce que c'est des scores agrégés? Est-ce que c'est plusieurs scores? Et puis, Pauline nous a montré les réflexions qu'il y avait autour de l'affichage environnemental. Voilà pour notre présentation. Merci beaucoup Isabelle, Pauline.